Bah, l'audace, c'est d'avoir fait Miss France et d'être devenue arbitre de foot. Ça, c'est complètement l'audace, hein. Bienvenue dans les coulisses de l'audace, un podcast chaleureux et intimiste qui entend donner la parole à des personnalités atypiques, lesquelles ont fait preuve du courage et de l'audace requise pour honorer leurs rêves et autoriser une vie hors des sentiers battus. Je m'appelle Cindy Trier, auteure conférencière motivationnelle et j'ai un leitmotiv, celui d'inspirer, motiver, insuffler l'énergie requise pour accompagner avec entrain votre réussite. Vous souhaitez prendre votre envol, nul doute, je serai votre tremplin, avec toute mon affection et ma conviction profonde selon laquelle il est possible de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin. Elle m'a fait l'honneur de regagner les studios Tremplin. Mesdames, messieurs, me voici aujourd'hui aux côtés de Virginie Guilhem, Miss Midi-Pyrénées 2016, qui a foulé la scène de Miss France avec brio. Journaliste et mannequin accomplie, elle incarne l'audace au féminin. Avec courage, elle a conquis un monde d'hommes en devenant pas moins qu'arbitre de football. Plus que jamais reconnue pour son talent et son engagement, c'est une jeune femme inspirante qui ne cesse de tracer sa route avec passion. Vive l'audace d'une candidate dont le chemin témoigne de la finesse d'esprit. Ma chère Virginie, mais quel bonheur de te recevoir. 3 bisous, hein. 3. Parce que- Montpellier, c'est 3. Exactement, 3h30 de route ce matin pour C'est pouvoir ça. regagner les studios Tremplin. Quel honneur. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, je te remercie. Si tu savais depuis le temps que j'aspirais à ce que l'on puisse passer ce moment ensemble, parce qu'il faut quand même bien le dire, on se côtoie depuis un certain nombre d'années, Tout à fait. on s'est vu évoluer l'une l'autre, mais jamais on avait pris le temps de pouvoir parler de ton parcours, de ton histoire. J'ai tellement hâte. Et pour le coup, première petite question, si tu me le permets, quelle était la petite Virginie enfant? Quel était ton tempérament? Quels étaient tes rêves déjà à cette époque-là? La petite Virginie, je dirais que c'était une petite fille qui rêvait grand. J'ai toujours rêvé grand et pourtant je viens d'un tout petit village, comme beaucoup de personnes, beaucoup de difficultés, notamment avec ma maman a élevé mon frère et moi quasiment toute seule, donc ça a été aussi très très compliqué. Et malgré le fait que j'avais pas forcément des opportunités ou une vision très large sur mon avenir, et notamment des opportunités plus grandes puisque je venais d'un tout petit village, j'avais pas beaucoup d'argent, on a grandi vraiment d'une manière, on va dire, très très simple. Mais j'ai toujours aspiré plus grand que mes camarades, par exemple à l'école. J'ai toujours voulu être là où on m'attendait pas, déjà et aussi réaliser de grandes choses pour moi et aussi pour ma mère, pour tous les sacrifices qu'elle avait fait pour mon frère et moi. Oh, c'est beau. Mm. Ah là, tu poses le cadre d'entrée de jeu. Ah. Donc, c'est pour ta maman Mm. que tu as eu l'envie, finalement, de t'autoriser à faire de belles et grandes choses. Oui, parce que je l'ai vue avec beaucoup de difficultés pendant des années, travailler nuit et jour, elle a un salon de coiffure depuis quasiment 40 ans là. Oui. Je l'ai vue se sacrifier son temps, son énergie, sa vie de femme aussi. Elle a toujours été là pour mon frère et moi. Elle a vécu des choses très 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 difficiles dans sa vie de femme et aussi dans sa vie de maman. C'est aussi pour elle et pour mon frère que je veux aussi briller. En fait, c'est bizarre, mais c'est pas forcément égoïste. J'ai envie de briller pour les faire briller eux d'une certaine manière, je pense. C'est magnifique et je suis presque pas du tout surprise que tu parles en ces termes, tant ça respire chez toi la sincérité. Donc merci de nous partager d'entrée de jeu ce petit bout de ton histoire. Tu as grandi donc avec cette volonté de voir les choses en grand et parfois, je le crois en tout cas, ça a été mon cas, à l'adolescence, c'est parfois une période tourmentée, délicate. Est-ce que ça a été le cas également pour toi? Alors oui, puisque j'ai été abandonnée par mon père, du coup, avec mon frère. D'accord. Depuis toute petite, ça a été très très difficile, mais le fait d'avoir ma maman et mon frère,
ça nous a quand même relativement soudés les uns les autres. Et moi, je pense que j'ai porté un peu ma famille, avec la rétrospection que j'ai pu faire, j'ai porté ma famille en fait, et même à l'adolescence, j'ai toujours été très mature par rapport à mes camarades, j'ai toujours été très disciplinée dans ma manière d'être, dans mes objectifs, limite à me sacrifier aussi un peu pour mon frère et ma mère, pour leur rendre ce qu'ils m'avaient donné d'une certaine manière, les sacrifices et les difficultés, pour leur apporter aussi un peu de bonheur. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait par la suite, c'est aussi pour eux en fait. Il y a une partie c'est pour moi, je pense le côté Miss, le côté Miss ça a été pour ma maman et le côté foot c'est pour moi, tu vois. Donc il y a plusieurs choses dans ma vie que j'ai fait pour eux, pour les rendre fiers surtout et pour leur dire qu'on a galéré, qu'on a beaucoup souffert mais que la suite elle est belle quoi. Oh, on est déjà dans cette phase de résilience et de combativité qui est la tienne. Tu viens d'évoquer les Miss, tu viens d'évoquer le foot. Le foot, on y reviendra bien sûr d'ici à la fin de l'interview. Et tu me fais de fait un joli tremplin. Tu avais, je crois, tout juste 17 ans lorsque tu as remporté ta première écharpe de Miss. Qu'est-ce qui t'a fait aller jusqu'à cet univers du glamour et de l'élégance? Est-ce que c'était justement pour briller? Oh, pas du tout. En fait, j'ai commencé par l'élection de mon village, donc Poussin, Miss Poussin. C'était un petit concours, une petite élection avec des filles de mon village. Et je l'ai fait pour ma maman. Ma maman, ça lui faisait plaisir. Je pense quand j'ai vu en fait son regard qu'elle a eu sur moi quand j'étais sur scène, quand je défilais, etc., ça m'a donné envie de continuer parce que je voyais tellement son rêve à travers aussi un peu moi. Donc, je me suis dit, c'est pour toi que je le fais. Ça m'a porté, en fait. Son soutien m'a porté. Elle a toujours cru en moi. Pourtant, je sais que ça a été compliqué. J'étais aussi pas forcément une femme avec beaucoup de confiance, de par mon histoire de vie qui était assez compliquée. Quand on grandit comme ça, avec sa maman et son frère et beaucoup de difficultés, on n'a pas forcément les armes. Moi, j'ai pas eu mon père qui m'a dit que j'étais incroyable ou que je pouvais rêver grand, que j'avais les capacités. Ça, il faut aller le chercher ailleurs. Et en fait, il faut aller le chercher soit auprès des proches qu'on a ou soit au fond de nous. Et moi, je pense que j'ai beaucoup cherché au fond de moi tout ça. En fait, ce que j'avais pas eu, notamment de mon père, je l'ai cherché au fond de moi. Ce courage, cette détermination, cette volonté de réussir et de toujours être la meilleure version de moi-même. C'est ça que j'ai voulu. C'est pas réussir pour réussir, c'est réussir pour être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de mieux, quelqu'un qui va au bout de ses rêves tout en gardant ses valeurs et ses principes que sa maman et son frère lui ont inculqués, quoi. Oh. C'est magnifique. Et du coup, à tel point que finalement, tu t'es prise au jeu, tu as remporté un certain nombre d'écharpes jusqu'à tes 23 ans, oui, tu remportes pas moins que l'écharpe de Miss Midi-Pyrénées 2016, ce qui t'a offert de fouler pas moins que la scène de Miss France. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Quand tu repenses à cette période de ta vie, quels sont les moments forts, les moments touchants? Qu'est-ce qui t'a permis finalement, à travers cette expérience, de te révéler à toi-même? Ça a été, comme tu dis, la combativité. J'ai rien lâché puisque j'ai commencé à mettre un pied dans cet univers de Miss et de mode à 17 ans. Je me suis construite en fait dans cet univers-là avec des stéréotypes, comme quoi il fallait que je sois très mince. Par la suite, ça m'a porté préjudice. Oui. Et le sport, justement, m'a rattrapée et m'a fait évoluer en positif, justement. Mais ce que je retiens en tout cas de cette expérience, l'événement en tout cas qui m'a le plus marqué, moi c'est un moment que je sors tout le temps, c'était au Zénith à Montpellier, justement l'élection de Miss France, mon année. Donc je vivais donc à Toulouse à l'époque, c'est pour ça que j'ai été élue Miss Midi-Pyrénées. Et donc l'élection était à Montpellier, donc je viens de Montpellier, donc il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient venues pour me voir, donc ça m'avait beaucoup touchée. Et en fait, quand j'arrive sur la scène et qu'on se place pour les chorégraphies, là, il y a mon portrait qui passe derrière. Donc, on était dans le noir. Et là, je vois ma tête sur un écran géant et ma voix qui résonne dans tout l'aréna. Et ça, c'est un truc, je crois que je m'en remettrai jamais encore à l'heure actuelle. Et tous ces gens qui regardent mon portrait, tu vois, oui. Et moi en grand, en maillot de bain, en train de dire bonjour à tous, je m'appelle Virginie Guillen, tu vois, quand t'as ta voix qui résonne comme ça, même en moi, tu vois, ça fait un truc de me dire, ok, je me sens vraiment vivante, tu vois. Oui. C'est bizarre, hein?
Ah non, non, Non. c'est compréhensible, c'est légitime et c'est formidable que tu aies pu vivre ceci. Et d'ailleurs, tu sais, lorsque l'on parle souvent de Miss France, on pense aux paillettes, on pense aux paysages sublimes lorsque vous partez durant les 1 mois de préparation, on pense à cette scène majestueuse sur le plateau de TF1. Mais malgré tout, il y a aussi ce que l'on appelle les coulisses. Et dans les coulisses, il est fort à parier qu'il y ait des moments de trac, des moments de doute, des questionnements intenses. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles en dehors de la caméra? Moi, pour être totalement honnête, mon rêve, c'était pas d'être Miss France. Mon rêve, c'était de faire Miss France. Donc, je l'ai fait pour ma mère, pour mon frère, pour mes amis, pour moi aussi, puisque c'est quelque chose qui me portait. Mais moi, j'ai jamais rêvé d'être Miss France, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai passé la présélection pour les 12 finalistes. Et que donc c'est Sylvie Tellier qui m'a posé la question, est-ce que vous envisagez de déménager à Paris si vous êtes élue Miss France? Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais je me suis même pas posé la question, tu vois? C'est pour te dire, j'étais un peu perchée, quoi. J'étais là, enfin, un peu en colonie de vacances, si tu veux. Je pense que en 2016, quand j'ai fait Miss France, ce qui est beau, c'est que j'avais encore la naïveté. J'ai fait Miss France à une période où il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, donc en fait, nous, on était vraiment une bande de copines, on était en colonie de vacances, et cet enjeu, on va dire, on n'en avait pas conscience, si tu veux. Maintenant, ils en ont vraiment conscience, puisque tu vois toutes les retombées qu'il y a derrière. On va dire que ouais, j'ai pas eu conscience de l'ampleur de la chose, mais mon rêve, c'était pas de l'être. C'est de vivre l'expérience. C'était de vivre l'expérience et juste de dire, ouais, j'ai fait Miss France et c'est un truc qui restera gravé dans mon cœur, dans ma mémoire et qui m'a fait évoluer, qui m'a fait changer. Et c'était incroyable, ça, c'est sûr, c'est une des plus belles expériences de ma vie. C'est vrai que pour côtoyer maintenant cet univers-là, à mon humble niveau, c'est vrai que je vois ces jeunes femmes qui partent avec cette volonté de faire de jolies choses, qui sont humbles, qui sont totalement accessibles et qui grandissent, qui gagnent en maturité, qui se révèlent au fur et à mesure. Ça a été effectivement ton cas. Et pour autant, il y a eu, si tu me le permets, un petit retour de bâton, quelque chose qui, d'après les recherches que j'ai faites, n'ont pas été forcément évidentes à vivre pour toi en suivant. Post-élection, tu as fait part, en effet, de ton combat contre ce que l'on appelle la dysmorphophobie, qui est un trouble psychologique, pour l'expliquer à nos auditeurs, caractérisé par une préoccupation excessive d'un défaut que l'on pourrait dire imaginaire ou très léger de l'apparence physique. Qu'est-ce qui a déclenché ce trouble post-élection? Le problème quand on rentre dans un univers de mode, de mannequinat si jeune, c'est qu'on est encore en construction, en évolution. Notre corps évolue aussi. À mon époque, en 2016, maintenant, les critères ont été un peu plus ouverts, mais en 2016, c'était vraiment ce côté très mince qui était attendu. Il fallait vraiment être toujours dans l'énergie, toujours être filiforme ou être tonique, etc. Et du coup, je me mettais une pression énorme pour être toujours au top, même après mon élection, puisque je continuais les défilés pendant des années. Cette pression-là qu'on s'inflige, après, en fait, elle biaise aussi un peu notre regard sur nous-mêmes. Et on sait plus si on a envie d'être dans cette taille ou dans cette taille parce qu'en fait on nous dit que cette taille c'est mieux pour nous, mais en fait on est fatigué parce qu'on mange pas assez, enfin tu vois. Après les Miss, je m'affamais, ça a été un peu compliqué. Après j'ai retrouvé par le sport notamment ça, tu vois, mais t'as tellement une pression et ouais, tu te matrixes un peu la tête aussi parce que tu te compares aux autres alors que rien à voir, tu vois. Je fais 1m80, je peux pas me comparer à une fille qui a 10 kilos de moins mais qui fait 1m70, tu vois, c'est pas possible. En fait, on se compare inconsciemment, puis on a aussi notre morphologie et ça fait partie de nous. Donc maintenant, j'ai appris à m'aimer telle que je suis, tu vois, et je me sens bien mieux comme ça. Et pourtant, j'ai 8 kilos de plus ou 9 kilos de plus que quand j'ai fait Miss France. Oui. J'étais vraiment très jeune et très, très, très fine, quoi. Je faisais toute frêle, quoi. Et je me dis, ma personnalité, tu vois, elle était effacée, c'est dommage. Elle était effacée. Je préfère être plus en chair, quoi. Et tu es magnifique. Qu'on se le dise, tu es magnifique, tu es belle. Et je le répète, pour moi, quand je dis belle de simplicité, c'est vraiment avec toute mon affection. C'est parce que pour moi, la simplicité, le naturel, c'est la plus grande des beautés. Et ça, tu excelles là-dedans. Non, mais c'est sincère. C'est sincère, c'est ça qui me plaît. Quand tu te regardais dans le miroir, du coup, qu'est-ce que tu te disais? Tu te parlais
difficilement en des termes agressifs ou incisifs en vue de ta propre personne? Non, 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 j'ai toujours été très très dure avec moi-même, mais sur mes performances, mes objectifs, etc. Pas forcément de manière physique, je me disais juste qu'il fallait que je fasse attention à ce que je mange, fallait que je fasse plus de sport, donc j'allais courir encore plus vite, plus loin. Je faisais 10 km à peu près toutes les 2 à 3 fois par semaine. Je courais 10 km, tu vois, plus un peu la muscu, etc. Mais en fait, c'était trop, j'étais épuisée, j'avais mal aux genoux. C'était toujours dans cette quête de performance pour être toujours dans des standards que je m'étais un peu fixée inconsciemment, puisque c'est pas forcément ce à quoi j'aspirais, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est ça, il faut quand même le répéter, hein. Plus on croit en quelque chose, plus notre cerveau l'intègre comme une réalité. Donc les gens peuvent se dire mais c'est ridicule, non ça ne l'est pas. C'est-à-dire que quand on a cette vision de nous-mêmes et qu'on se répète que l'on est moche ou qu'on n'est pas à la hauteur des standards qui pourraient être les nôtres, on finit en fait, tout simplement par assimiler cette idée comme un état de fait. Or, on le sait, hein, bah, tu es magnifique tout simplement. Et puis qu'importe les clichés, qu'importe les standards, tu l'as dit, hein, ça a joliment évolué aussi avec le temps, cette notion de physique, de filiforme. Quoi qu'il en soit, tu t'en es magnifiquement sorti. Et c'est le sport, tu me le disais à l'instant, qui t'a aidé à prendre le contre-pied de ce reflet de ton image? Totalement. Le sport et le foot, ça m'a permis de me révéler, de réaffirmer ma personnalité, de reprendre confiance en moi, en la femme que j'étais, réaimer, on va dire, mon physique, tu vois, plus galbé, plus en chair. Et je pense qu'aussi, quand on se sent bien dans ses baskets, même mentalement, dans son corps, ça se ressent aussi, tu vois. Tout à fait. Dans sa manière d'être. C'est ce qui t'a permis d'ailleurs de te raccrocher à une magnifique devise, je l'adore, hein. Je la partage au centuple. Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Et toi, tu as eu le courage bien, de ne jamais flancher, de ne jamais te laisser abattre, et tu t'es donné, qui plus est, les moyens de devenir une journaliste extrêmement appréciée. Et à quel moment est-ce que tu as ressenti le besoin de prendre la parole, de t'exprimer, de mettre des mots sur ce qui se passait à travers le monde? Alors, c'est juste avant de faire Miss France, donc j'ai fait mon école de journalisme à Marseille. J'ai toujours été attirée par les histoires des uns des autres, j'aime écouter les gens, j'aime parler avec eux. Puis j'aime aussi puiser en fait parfois de leur histoire pour m'apporter aussi un peu de courage. J'aime les gens qui sont inspirants. Alors dans le journalisme, il y a pas que des gens inspirants, enfin il y a aussi des choses difficiles que l'on raconte, mais moi ce que j'aime en fait c'est être aussi factuel, raconter des faits, raconter des histoires, j'aime l'écriture, j'aime m'exprimer. Les mots me parlent et j'aime aussi que les mots parlent aux autres, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Alors je crois que quelque part, sans le vouloir, tu réponds à ma question d'après, parce que parmi toutes les émissions que tu as valorisées, il en est une à travers laquelle tu as été à l'initiative que j'ai adorée. Elle s'intitule À cœur ouvert. Ah, c'est vieux ça. Et c'est vieux, et pour autant ça témoigne, ça fait déjà longtemps que tu avais ce besoin de donner la parole finalement à des gens qui ont dû faire preuve de combativité, faire preuve de résilience. Comment ça t'est venu, ce projet-là, de le mener à bien? C'était pendant la crise de la Covid du coup. J'avais perdu mon travail à la Dépêche du Midi, donc j'étais journaliste en presse écrite. Et j'ai fait 6 mois et après du coup c'était le Covid, donc mon CDD n'a pas été renouvelé. Et j'ai décidé avec ma petite caméra, mon petit micro, de lancer des appels à témoins sur les réseaux sociaux et d'aller chez les gens et de les interviewer. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires de vie. Donc, ma thématique, en fait, elle est un petit peu aussi comme la tienne, mais ma thématique était autour des histoires des gens, que ça soit leur histoire de vie, quelque chose avec un traumatisme, ils ont pu rebondir, ou par exemple, il y avait une jeune fille que j'ai interviewée qui a été adoptée dans une famille monoparentale, donc avec que sa maman, du coup. Et tout ça, c'était hyper enrichissant, intéressant. Ce qui était aussi touchant, c'est que j'ai interviewé un copain à moi qui a eu un cancer aussi. Pendant 10 ans, il s'est battu contre le cancer. Et c'était fou, quoi, tu vois, de ressortir aussi ce courage. Et dans ces histoires-là, on doit s'inspirer de personnes comme ça, et pas de personnes de télé-réalité débiles. Tu vois, non, mais c'est vrai. Ça, c'est dit. Tu as posé le cadre. Tu vois, bon, ok, ils divertissent, tu vois, mais je veux dire, inspirons-nous de gens qui apportent des choses vraies, réelles, authentiques. Toutes les personnes que j'ai interviewées dans ma petite chaîne YouTube, et c'était il y a quelques années,
c'était fou, moi, ça m'a fait prendre en maturité. Oui. J'ai interviewé une copine à moi aussi qui avait fait une opération pour se réduire l'estomac, qui avait perdu quasiment 50 kilos. Donc en fait, c'était intéressant de l'interviewer puisqu'elle racontait comment elle se sentait après ça. Et pareil, elle aussi, elle souffrait encore de dysmorphophobie puisqu'elle se voyait comme elle était auparavant, etc. J'ai même interviewé une prostituée aussi, donc c'était hyper intéressant. Son parcours de vie, mon métier et ma personnalité m'ont appris à aimer l'autre tel qu'il est et à ne pas être dans le jugement. Je pense que je suis quelqu'un de très 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 tolérant, justement, de par mon métier, puisque je sais que derrière parfois des comportements ou des façades se cachent des douleurs. Alors c'est pas des excuses, hein, faut pas excuser des comportements mauvais, mais j'arrive plus à, tu vois, aller chercher ce qu'il y a derrière, justement. Exactement. De par ça, quoi. Et ce qui était assez surprenant, c'est la façon, l'aisance, la facilité avec laquelle on t'ouvrait la porte. Moi, j'ai le souvenir d'une émission où tu rencontrais chez elle une petite dame toute petite, je ne sais plus. Je l'adore. Je sais pas. Cécile. Oui, Cécile. Et qui te présentait en fait comment elle avait cherché à organiser son chez elle pour pouvoir y vivre décemment, ne serait-ce que pour se doucher, pour ouvrir un robinet, pour pouvoir se mouvoir, se déplacer dans l'espace. Elle te montrait ses prothèses. Et ça, moi, je trouve que c'est formidable parce que quelque part, et c'est aussi pourquoi j'ai souhaité monter ce projet, Les coulisses de l'audace, c'est de mettre à l'honneur des personnalités qui ont le cran de sortir du cadre, du moule et de s'affirmer tels qu'ils sont. Et bravo d'avoir fait cela. Merci. C'était il y a quelques années, mais tu vois, c'est assez étonnant puisque je pensais pas que ça allait avoir quand même un succès. Puis ça m'a fait quand même beaucoup de vues sur YouTube, mes différentes vidéos. Donc il y en avait qui ont plus été vues que d'autres. Mais j'aurais dû continuer encore, tu vois, mais après, bon, tu le sais, c'est pas facile quand tu as un métier à côté, d'en vivre décemment, mais je regrette pas tout ça, parce que en fait, je pense que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je prends un petit bout de la personne dans mon cœur, tu vois. Et justement, ces rencontres que j'ai pu faire, et ces gens que j'ai interviewés, j'ai pris un peu de eux en moi. Donc en fait, moi, je trouve que ça lie les gens. Enfin, moi, je suis liée à ces gens, je trouve. Parce que quand tu ouvres la porte de ton cœur et que tu es vraiment sincère et authentique avec les gens, tu as un lien que tu n'auras jamais avec d'autres personnes, tu vois. T'es d'accord. J'étais en train de me dire que tant pis pour toi, quand ce sera terminé, j'aurai un petit bout de ton cœur dans le mien. Que je garderai en mémoire. Aujourd'hui, du coup, tu poursuis bien évidemment cette casquette de journaliste. Quels sont les différents plateaux, les émissions ou les journaux dans lesquels tu te positionnes régulièrement? Alors là, du coup, actuellement, je suis responsable communication, donc je travaille dans la communication, mais cependant, je suis toujours consultante dans le journalisme, et notamment pour le foot. Donc, je peux intervenir dans des radios, notamment Sud Radio, où j'ai pu intervenir plusieurs fois en fin de saison pour l'émission Les vraies voix du foot. Donc je parle de l'arbitrage féminin, on revient sur des faits de jeu, des décisions arbitrales, des actions de jeu. Donc c'est intéressant pour moi puisque ça me permet d'avoir ce côté technique aussi, dans le foot notamment, ce côté technique, ce côté journaliste et aussi ce côté féminin qui peut manquer dans les médias sportifs. Et encore plus dans le foot. Mais là, tu me fais un pont d'or vers cette troisième partie de ta vie, finalement, et un négo-prémisse. Alors, que va réserver l'avenir? Moi, je vais te suivre assidûment. Au-delà d'être journaliste dans le sport, tu as décidé d'aller plus loin et de te lancer un énième défi. Ça, je suis fatiguée. Je le vois. En même temps, tu as fait plus de 3 heures de route. Mais non, c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est parce que je me lance trop de défis. Trop de défis, mais que tu honores vraiment avec tout ton entrain, toute ton abnégation. Et c'est ça qui fait que quand tu te lances un défi, que tu vas jusqu'au bout, on te respecte pour ce que tu es. Et là, en l'occurrence, tu as décidé il y a à peu près 3 ans d'aller plus loin dans le foot notamment, non pas en tant que joueuse, mais en optant pour une casquette qui est encore, me semble-t-il, plus délicate, plus courageuse, puisqu'il s'agit d'être devenue arbitre de foot. Et aujourd'hui, tu es arbitre de ligue, tu animes des matchs avec des hommes, on n'attend pas des femmes sur un terrain, notamment quand on est une femme. Mais qu'est-ce qui t'a poussé
à te positionner au cœur de l'action? Parce que quand on est arbitre, on tranche, on doit prendre des décisions, on peut être hué par le public. C'est dur. C'est quand même une sacrée épopée. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? C'est une opportunité qui est venue à moi, je dirais. J'ai un copain à moi qui est arbitre de foot et un jour en soirée, on parle foot puisque j'adore, je suis passionnée. On débriefe un peu l'actualité footballistique et puis il me dit mais pourquoi tu fais pas arbitre de foot, t'es sportive, tu connais le foot, t'es journaliste et tout. Et pour rigoler, je lui dis pourquoi pas, je vais essayer de voir si je peux passer la formation. Donc tu commences au niveau le plus bas, donc qui est au niveau du district, donc de ton département. C'était en août et j'avais 2 semaines de vacances. Donc j'ai pu passer cette formation qui est sur quelques jours, où là tu es avec les garçons et des filles, bon il y a plus de garçons que de filles forcément, jeunes, moins jeunes, tu apprends les lois du jeu, bon t'es censé les connaître un peu quand même, mais tu les apprends de manière plus approfondie, tu fais de l'analyse vidéo, tu fais beaucoup d'épreuves sportives, ils essaient de voir aussi ta personnalité, comment tu te comportes avec les autres. Pendant plusieurs jours t'es vraiment jugé sur un stage d'arbitrage, et là à ce moment-là, après tu es pendant 6 mois arbitre stagiaire. Donc si tu réussis ton stage. Et pendant 6 mois, donc tu arbitres des matchs, tu commences par des plus jeunes. Oui. Et petit à petit, tu montes vers des seniors en fonction de ton âge, parfois des féminines aussi. Moi, je suis montée rapidement en ligue quand même. J'ai fait 6 mois d'arbitre stagiaire. Après, j'ai été directement arbitre de ligue. Je suis pas passée arbitre district. Parce que j'étais tellement investie, tellement dévouée... puis tellement consciencieuse aussi que je suis passée arbitre de ligue. Au début, ça a été compliqué, même très très compliqué. En fait, une fois que tu as les codes, que tu as les process, que tu es préparé physiquement, mentalement, que ta personnalité aussi est affirmée, que les lois du jeu, tu les connais, tu anticipes aussi des actions qui peuvent arriver dans le match, et de ce fait, en anticipant les actions, tu vas anticiper les décisions que tu vas prendre. On analyse tous les cas. Et même le chien qui débarque sur le terrain, tu vois. Vraiment, tous les cas sont analysés avant les matchs, etc. Par exemple, je sais pas moi, un goéland qui arrive et qui pousse le ballon. C'est considéré comme quelqu'un qui s'introduit sur le terrain, enfin quelqu'un, un objet ou un animal. Donc là, tu dois reprendre par une balle à terre, par exemple. Donc tout ça, il faut que tu l'anticipes. Par exemple, si c'est l'arbitre qui, dans sa course, dans son déplacement, qui touche le ballon, pareil, tu dois reprendre par une balle à terre. Tout ça, faut l'anticiper, parce que comment tu fais si jamais ça t'arrive? Tu vois, tu paniques, tu sais pas. Bien sûr, on fait plein d'erreurs, hein, comme les joueurs, si tu veux. Ça s'est ouvert à moi, et au début, les premiers matchs, je rentrais chez moi en pleurs, en me disant que c'était trop difficile, que j'arriverais pas. Moi, je suis licenciée arbitre au MHSC, donc au club de Montpellier. D'accord. C'est quand même très prestigieux en tant qu'arbitre d'être référencé dans un club de Ligue 1, du coup. Ils m'ont fait confiance. J'ai pas envie, au bout de 3 matchs, d'abandonner. En fait, c'est trop facile, j'ai pas envie d'abandonner. Puis ça me plaît, j'aime le foot, j'aime être, comme tu dis, au cœur de l'action. J'ai poursuivi avec beaucoup de difficultés au début, beaucoup d'insultes, Oui. mais pas des joueurs, des supporters. Donc moi, les joueurs, à part en district où parfois ça a pu être compliqué ou conflictuel, moi j'ai des très bons rapports avec les joueurs ou les joueuses sur le terrain. Ce qui est plus difficile à gérer, c'est les supporters ou c'est les coachs ou les personnes qui sont sur le banc, quoi. Et ça, est-ce que tu crois que c'est lié pour partie à ton parcours, à ton histoire? Parce que là, tu cumules, hein, c'est-à-dire que quelque part, tu es une femme, donc déjà c'est pas forcément évident, qui arbitre de ligue régionale. Ouais. Et tout ça en se disant que quelque part, tu arrives de l'univers de Miss France. Ah ben oui, c'est pas le même, hein, ça c'est sûr. Et là, je me dis que quand on associe les clichés pour des personnes qui pourraient avoir une vision un peu étroite de ton profil, ça n'a pas dû aider. Est-ce que ça s'est su, ça? Est-ce qu'on t'en a fait des retours déplaisants? Alors pour être honnête, ça a été très très difficile de m'imposer et d'avoir cette légitimité à arbitrer, notamment des hommes. Montpellier, c'est petit, c'est souvent des clubs familiaux, donc on se connaît quand même tous un petit peu. Beaucoup de personnes savent que j'ai été dans la mode, ou que j'ai fait Miss France, etc. Alors ça, en fait, finalement, ça m'a pas du tout aidé, au contraire. Ça m'a complètement desservi, ça c'est clair et net.
Parfois, j'ai pu avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de bâtons dans les roues, je pense. J'ai pas le temps pour les gens médisants, pour les gens négatifs. Moi, je fais mon bout de chemin. Et si je suis là, c'est parce que j'en ai les compétences et les qualités. Au début, ça m'a affectée. Maintenant, je pense que j'ai pris un tel aplomb, une telle personnalité, une telle maturité que, alors là... mais vraiment, il peut y avoir 20 000 personnes dans un stade qui m'insultent. Franchement, je resterai là debout, la tête levée. Hein. C'est impressionnant. C'est un truc qui te rend vraiment solide. Hein. Imagine quand tu passes au haut niveau, la pression qu'ils ont, quoi. Quand tu as des matchs avec des enjeux encore plus importants. Juste à mon petit niveau, déjà, cette prise je trouve, de solidité que j'ai eue, j'imagine pas au plus haut niveau. Mais ça m'a ouais, beaucoup aidé, ouais. En tout cas, moi, je veux te rassurer parce que ma communauté, elle est extrêmement bienveillante et je suis sûre qu'elle va adorer ton profil. J'adore. Et les insultes sont bannies. Elle m'a dit que je m'adresse à la caméra. J'adore. Que des gens sympathiques, vaillants et qui y ont l'envie eux-mêmes de se tirer vers le haut. Et d'ailleurs, je voudrais te poser une petite question. Tu le sais, cette émission, elle s'intitule Les coulisses de l'audace. Mais qu'est-ce que c'est pour toi que l'audace? Tu nous l'as démontré de mille et une façons. Je vais te le dire direct. Mais en une phrase, qu'est-ce que ça serait? L'audace, c'est d'avoir fait Miss France et d'être devenue arbitre de foot. Ça, c'est complètement l'audace. Hein. Moi, en fait, tu sais, je suis quelqu'un, je déteste qu'on me mette dans une case. Le sport, ça m'a toujours attiré. Le foot, je suis fan du foot, mais je suis aussi fan de mode, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi choisir? J'aime les deux, tu vois. Pourquoi rester dans cette casquette de Miss, de mannequin, alors que je peux être dans cette casquette de journaliste dans le foot, d'arbitre de foot? Je déteste qu'on me mette dans des cases, je déteste mettre des gens dans des cases. Je supporte pas ça. Pour moi, l'être humain, c'est un éventail de possibilités. Pour moi, l'audace, c'est ça. C'est d'avoir fait Miss France et d'être encore mannequin et de continuer et d'aller le dimanche sur les terrains de foot à la rencontre des gens, des joueurs, des clubs, des bénévoles. C'est ça, en fait. C'est cette simplicité, en fait, si tu veux, et ce côté aussi un peu superficiel. Et c'est deux mondes qui se côtoient, et au milieu, il y a moi, tu vois. J'adore. Tu vois, je suis dans les deux côtés. Et là, je me dis que cette question, elle avait éveillé quelque chose en toi. Écoute, si jamais, en tant que jeune femme, à ton humble niveau et eu égard à ce remarquable parcours qui est le tien, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des jeunes femmes qui n'osent justement pas sortir du cadre, sortir de leur zone de confort? Quel est le plus beau conseil que tu pourrais leur soumettre? De toute façon, dans la vie, si tu sors pas de ta zone de confort, il t'arrivera rien. Hein. Ni de choses négatives, ni de choses positives, ça c'est sûr. Donc il faut sortir de sa zone de confort, se faire violence. Si tes objectifs, c'est de devenir, je sais pas moi, joueur professionnel dans le foot, dans le basket, peu importe, il faut que tu travailles 10 fois plus que tes camarades, il faut que tu sois focus sur ton objectif, que tu aies une hygiène de vie irréprochable, il faut que tu manges bien, que tu dormes bien, que tu t'instruises, que tu sois toujours attentif à l'actualité que tu as dans ton sport, par exemple. Et il faut rêver grand, quoi. Rêver grand, mais surtout y aller, parce que rêver, c'est beau, mais il faut y aller derrière. Hein. Moi, si tu veux une petite anecdote... Avec plaisir. Par exemple, moi, j'envoie des mails avec mon CV, tout ça, pour faire notamment du consulting ou des chroniques dans le foot. J'envoie à Téléfoot, je les traque sur LinkedIn, je leur envoie les mails et machin, et je suis là et je me dégonfle pas. Hein. Je veux pas rester derrière mon ordinateur à attendre quand même envoyer des messages sur LinkedIn en me disant hey, est-ce que tu veux participer à notre émission de foot? Non, j'envoie mon profil. Je me suis déjà déplacée, j'ai déjà mis mon CV dans des boîtes aux lettres, dans des productions, dans des télés. Mais pas parce que j'ai envie d'être en lumière, c'est parce que moi j'ai envie de faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est le foot, c'est parler de ma passion, c'est transmettre aussi ces belles valeurs. Et notamment, je voulais revenir sur un point. Ce que j'ai appris aussi en côtoyant ce milieu, et notamment j'ai été journaliste pour DAZN en Ligue 1, j'ai pu faire mon premier match en tant que journaliste bord terrain. J'avais fait Reims-Rennes. J'ai appris aussi en parlant avec les joueurs, donc c'est des joueurs de haut niveau. Ce qui m'a assez scotché, c'est leur résilience à eux aussi. Oui. Tu vois, on se rend pas compte des sacrifices qu'ils font. Bien sûr. Ces gens-là, ces joueurs, les coachs, etc., pour en arriver là. Et quand tu côtoies justement ce milieu,
tu comprends beaucoup de choses. Moi, ça m'a encore plus fascinée, si tu veux. Toute cette notion de la santé mentale, l'équilibre familial qu'ils doivent avoir, l'hygiène de vie, cette partie très technique au niveau du foot, enfin, ce côté aussi leadership pour certains. C'est ça, parce que je me permets de te couper, parce que c'est vrai que souvent on voit la réussite comme quelque chose où ça se passerait, tu sais, en un claquement de doigts, alors que derrière il y a une abnégation de tous les instants. Tu sais, moi il y a une phrase qui me plaît beaucoup: les grands rêves et les grands espoirs font les grands destins. Mais au-delà du rêve, c'est beau, hein, mais au-delà du rêve et de l'espoir, il y a aussi tout ce que tu vas mettre en place pour que ça se réalise. Et tu sais, je crois que il y a cette espèce de foi extraordinaire que l'on peut avoir en notre réussite, mais aussi tous ces petits jalons que l'on va poser. Quand tu disais d'aller mettre ton CV dans une boîte aux lettres pour téléfoot, mais bien sûr, c'est ça l'audace, c'est le courage de croire en la possibilité, je le crois, de ses rêves, et tu le fais merveilleusement bien. En parlant de ses rêves, on arrive au terme de cette interview, mais est-ce que tu as encore là maintenant de grands rêves? Quel serait celui le plus fou que tu aurais envie de conduire et de mener à bout? Alors j'en ai plusieurs, j'en ai tout le temps, mais comme je dis souvent, moi mes rêves, c'est pas des rêves, c'est des objectifs. Oui. C'est-à-dire quelque chose qui me fait vibrer, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de réaliser justement ces ambitions-là que j'ai et que je porte. Actuellement, là, depuis quelques années, ce qui me fait vibrer, c'est le foot. Donc pourquoi pas avoir une chronique sur je sais pas, pour un média dans le foot, tu vois, une chronique sur l'arbitrage ou sur la féminisation du foot. Ou... Ce qui me touche beaucoup, c'est la santé mentale. La santé mentale chez les sportifs, donc notamment chez les joueurs, chez les arbitres, chez les coachs. C'est quelque chose qu'on parle peu, même si les langues un petit peu se délient à ce sujet-là. La santé mentale, c'est quelque chose d'hyper important qui joue sur la performance, mais qui joue aussi sur la personnalité du sportif. C'est une magnifique conclusion. Moi, je voudrais te poser alors une toute dernière question, mais vraiment l'ultime. Qu'est-ce que moi, je pourrais souhaiter à la remarquable Virginie que j'ai en face de moi pour cette année qui va suivre? D'être toujours portée par ses projets, d'avoir voilà, toujours la santé, d'être toujours proche de sa famille, de ses amis. Mes proches, c'est un moteur, enfin, c'est des personnes qui me portent aussi, puisqu'ils en moi, il me pousse justement aussi à rêver grand, même si parfois ma mère elle me dit calme-toi un peu Virginie, parce que je pars dans des trucs tout le temps, mais en fait ce qui est fou c'est que j'arrive toujours là où je veux aller, tu vois. En l'occurrence quand j'ai fait Miss France ou j'ai fait aussi du cinéma, c'est vrai, j'ai fait un film, j'ai pu être journaliste pour un match de Ligue 1, enfin ça c'est fou, tu vois, je me dis et j'arrive toujours à aller où je veux aller, et en restant toujours moi-même, en restant toujours humble, et surtout en n'écrasant personne. Et je pense que c'est pour ça que je mets vraiment du temps aussi. Puisque moi, je suis quelqu'un d'intègre et je veux réussir par mes propres moyens. C'est mon travail, c'est ma discipline et c'est ma personnalité qui me feront réussir. C'est pas le piston, c'est pas le copinage. Et ça, c'est pas grave si ça prend plus de temps, mais au moins, j'aurai une saveur qui sera différente. Écoute, alors là c'était vraiment la conclusion magnifique. Moi, je peux que te souhaiter le meilleur. Merci. Continue de vibrer, continue d'avoir ces yeux qui brillent, continue de nous inspirer. Est-ce que je peux te faire un bisou? Avec plaisir. Merci. À toi pour ton accueil. Et je te souhaite bien Merci. le meilleur. À très bientôt. J'adore.